Vous savez que cette semaine, on est dans la semaine du 27 janvier, qui est la date officielle de commémoration de la Shoah, fixée par l'ONU, hein, puisque c'est le jour de la libération d'Auschwitz, vous savez, le 27 janvier. Et donc c'est un bon prétexte, alors non pas pour parler de la Shoah, c'est pas le sujet là, mais c'est justement de montrer ce qu'il y avait en amont de la Shoah et ce qui a continué après. Vous voyez, c'est parce qu'il y a eu la judéophobie qu'on est arrivé à la Shoah et que malheureusement la judéophobie s'est pas terminée avec la Shoah. Alors pourquoi est-ce que j'emploie ce mot curieux de judéophobie? Vous voyez, je vais essayer de l'expliquer là dans mon premier texte, là, ma première rubrique. Le mot que tout le monde emploie, que tout le monde connaît, c'est le mot antisémitisme. Et le mot antisémitisme pose problème. Pourquoi il pose problème? Pourquoi est-ce que ça pose problème de l'employer? C'est parce que c'est un mot qui date de 1879 dans la langue allemande. Et ça a pris quelques années que ça soit traduit en français. Or, ce mot est un mot créé par les antisémites qui le revendiquent positivement. C'est-à-dire que ce n'est pas un mot qui a été créé pour critiquer une attitude, pour dénoncer une attitude négative en disant vous faites de l'antisémitisme. C'est un mot inventé par les antisémites qui ont revendiqué cette définition d'eux-mêmes. En fait, se dire antisémite veut dire deux choses. Ça veut dire qu'on croit qu'il existe une race sémitique et on croit que cette race est mauvaise et qu'il faut s'en débarrasser. Donc quand on dit qu'on lutte contre l'antisémitisme aujourd'hui, en fait on dit qu'on lutte contre ceux qui luttent contre la race sémitique. Vous voyez, on en parle le langage des gens qu'on essaie de combattre. Et donc il y a un problème avec ça. C'est pour ça que certains chercheurs proposent d'employer le mot judéophobie, qui est un mot scientifique, neutre, pour dire l'hostilité envers les juifs ou le judaïsme. Vous voyez, c'est un mot neutre, qui n'est pas un mot revendiqué par les judéophobes, si vous voulez. Aucun judéophobe va vous dire je suis judéophobe, vous voyez, alors que vous avez des affiches où on placardait dans les rues de Paris votez pour le parti antisémite, vous voyez. Donc on voit bien, vous avez compris l'idée, quoi. En plus, si on veut un peu plus loin, est-ce que la judéophobie démarre en 1879 avec le mot antisémitisme? Évidemment non. C'est pas un phénomène qui apparaît à ce moment-là. Si un mot nouveau est apparu, c'est parce qu'il y avait une forme nouvelle de ce phénomène qui existait déjà. Donc c'est la forme qui a évolué. C'est pour ça que c'est multiple, c'est que la forme évolue tout le temps, mais la chose elle était déjà là avant. Et donc l'intérêt du mot judéophobie, c'est de montrer que ça traverse des époques comme ça, vous voyez. Alors je commence un petit peu comme font souvent les profs de philo, pour parler de la judéophobie, par montrer ce qu'elle n'est pas. Vous voyez, comme les gens qui vous disent, je vais vous expliquer ce que Dieu n'est pas. Moi je vais essayer de dire d'abord ce que la judéophobie n'est pas. C'est pas seulement du racisme. J'essaie de vous montrer que qu'on peut pas rabattre l'antisémitisme simplement sur le racisme. Parce que le racisme, c'est une attaque contre les gens qui sont physiquement différents. Or, les juifs ne sont pas physiquement différents. Vous voyez, on ne peut pas reconnaître un juif au physique, même s'il y avait dans le temps des caricatures avec les gens qui avaient un gros nez ou des choses comme ça. On voit bien, pragmatiquement, empiriquement, que ça ne marche pas. On ne reconnaît pas les juifs physiquement. Donc c'est pas du racisme. C'est pas exactement. Ça a quelque chose à voir avec le racisme, mais c'est pas du racisme, c'est autre chose. De la même manière, est-ce que c'est de la xénophobie, vous voyez? C'est-à-dire que la xénophobie, ça consiste à mal accueillir un étranger qui vient d'arriver en lui disant, en gros, rentre chez toi, on ne veut pas de toi chez nous. Or, il est arrivé dans l'histoire qu'on traite comme des étrangers, des juifs, dont la famille, non seulement la famille, mais la communauté, était présente depuis des siècles, hein, des fois depuis des millénaires dans le pays. Donc traiter comme un étranger quelqu'un qui est tellement intégré dans l'histoire d'un pays, c'est quelque chose d'autre que la xénophobie. Vous voyez, on ne peut pas rabattre l'antisémitisme sur la xénophobie. De la même manière, est-ce que c'est de l'intolérance religieuse? Vous savez comme moi qu'il y a beaucoup de juifs qui se déclarent non croyants ou non pratiquants, ou les deux, ou un des deux, et pourtant ils sont la cible de l'antisémitisme exactement comme ceux qui sont très croyants et très pratiquants. Ce qui veut dire que c'est autre chose que de l'intolérance religieuse, vous voyez. Donc là, j'ai suggéré ce que ça n'était pas, mais il reste à voir ce que c'est. Hein. Alors on va, pour réfléchir sur ce que c'est, je vais peut-être faire maintenant ma parenthèse qui n'est pas dans le PowerPoint, vous voyez, pour vous dire qu'à mon sens, la judéophobie est quelque chose de complexe. C'est pour ça que ça prend tout un exposé de la définir, de l'analyser. C'est un phénomène complexe parce que le fait juif lui-même est un fait complexe. Dans le langage des sciences humaines, on dirait que c'est un fait social complexe, le fait juif.
C'est-à-dire que quand vous demandez aux juifs de se définir eux-mêmes, les réponses partent dans toutes les directions. Et là aussi, on est dans quelque chose de multiple. C'est-à-dire que vous avez des juifs qui vont vous dire c'est une religion, mais d'autres vont vous dire oui, mais moi je suis pas croyant ou pas pratiquant, mais je me sens juif quand même, je revendique quand même. Et donc ça passe pas seulement par la religion. Alors ils vont vous dire c'est par la culture, c'est par la mémoire. Ils vont trouver des réponses comme ça, l'identité familiale. Et puis donc on est en présence d'un groupe humain dont les limites ne sont pas claires, parce qu'il y a des gens qui sont dedans mais qui veulent en sortir, et des gens qui sont dehors et qui veulent y rentrer. Vous voyez, ceux qui veulent en sortir, c'est le juif qui est la personne d'origine juive, mais qui est très mal à l'aise avec ça, en général parce qu'on lui a rien expliqué de positif là-dessus, et donc il dit moi je me considère pas comme juif, alors que ses deux parents le sont. Il veut pas être dedans, vous voyez, et puis on peut pas l'obliger à être dedans s'il veut sortir. Et vous avez les gens, par exemple, qui ont un père juif et une mère non juive, et le groupe juif, en principe, va pas trop l'accepter. Alors que lui, il veut rentrer, il aimerait bien qu'on le laisse rentrer. Donc qu'est-ce que c'est que ce groupe humain, vous voyez, qui n'est pas capable de se définir clairement et vite et bien du premier coup. Et moi j'aime bien. Alors d'abord, vous voyez, je pense que dans une société en crise comme c'est notre société aujourd'hui, ça peut avoir quelque chose d'exaspérant pour la majorité d'avoir une petite minorité qui ne sait pas se définir clairement en une phrase. Vous voyez, qui êtes-vous? Répondre en une phrase. Ça peut être exaspérant pour la majorité, la société majoritaire. Et si on va à l'extrême, vous avez l'horrible formule des nazis qui disent solution finale de la question juive. Vous voyez, c'est-à-dire qu'ils veulent mettre fin à cette question. Qu'est-ce que c'est qu'un juif? Vous voyez, à cette question dont la réponse n'est pas claire, dont la réponse a l'air confuse comme ça au premier abord. Hein. Donc à la fois certains juifs mal dans leur peau, mais aussi les antisémites les plus furieux ne supportent pas cette question ouverte sur qu'est-ce que c'est qu'un juif. Et inversement, vous avez donc beaucoup de non-juifs, par exemple les chrétiens qui redécouvrent l'origine juive du christianisme, qui eux s'intéressent beaucoup à la question de qu'est-ce que c'est qu'un juif, vous voyez, parce que ça devient un peu leur questionnement à eux aussi. Pour comprendre Jésus, j'ai besoin de comprendre le judaïsme. Hein. Et donc moi j'aime bien utiliser une définition poétique de qu'est-ce que c'est qu'un juif, qui est tirée de l'épisode de la manne dans le désert, vous voyez, quand les Hébreux, pendant 40 ans, se sont nourris avec la manne qui tombait du ciel, parce que le mot manne est un mot qui veut dire qu'est-ce que c'est en hébreu. Donc ils se sont nourris pendant 40 ans de questionnement, vous voyez, sur qui ils étaient. Et ça c'est une définition qui va mettre d'accord les juifs, vous voyez, entre eux. Un juif, c'est quelqu'un qui se pose des questions sur ce que c'est que d'être juif, vous voyez, pendant toute sa vie. Et ce questionnement peut être perçu comme fécond par des non-juifs, soit des chrétiens, soit même simplement des gens qui réfléchissent et qui trouvent ça intéressant. Alors, donc ça, c'est une parenthèse, vous voyez, que je referme, mais on voit bien que la complexité de la judéophobie vient du fait que le fait juif lui-même est complexe. Vous voyez, donc c'est l'envers négatif, l'envers agressif d'un questionnement qui, a priori, est plutôt positif. Hein. Alors, maintenant, je vais emprunter une phrase de Pierre-André Taguieff. Hein. Je ne sais pas si vous tous connaissez. C'est sans doute le meilleur spécialiste en France des pensées racistes et des pensées antisémites. Vous voyez, l'analyse de comment ça fonctionne. Et il emploie cette formule, alors en français, la judéophobie parle le langage de chaque époque. Et ça, je trouve ça très intéressant. Vous voyez, c'est-à-dire que la judéophobie est très ancienne. Et ce qui change tout le temps, c'est la forme, c'est-à-dire que c'est la traduction de la judéophobie dans la langue d'une époque donnée. Étant donné que les époques évoluent, c'est-à-dire que les langages évoluent à travers les époques, ben on traduit. C'est comme si c'était le même message, mais qu'on traduisait perpétuellement dans les nouveaux langages qui se mettent en place au fur et à mesure. Donc il y a eu en gros une longue époque dans l'histoire de l'humanité dont le paradigme était le paradigme de la religion. C'est-à-dire que la clé de voûte de tout l'univers mental des individus, c'était la religion, et la judéophobie parlait le langage de la religion. Ce qu'on va voir dans ma première partie, vous voyez, qu'est-ce que c'est que la judéophobie à fondement religieux, parce que c'est le langage qu'on parle à ce moment-là dans l'humanité. Et puis quand la science a eu tendance à prendre la place de la religion comme paradigme, vous voyez, pour expliquer le monde, eh bien la judéophobie s'est mise à parler le langage de la science. Et probablement qu'aujourd'hui, on est déjà dans une troisième ère, qui n'est ni celle de la religion ni celle de la science, mais plutôt celle de la théorie du complot. Vous voyez, on va parler un petit peu. Donc, ça permet comme ça d'observer le phénomène antisémite dans ses variations à travers le temps. Hein. Alors, je vais rentrer donc, vous voyez, tranquillement dans la période où c'est la religion
qui est l'objet d'une polémique, la polémique contre la religion juive, qui émane en principe d'autres religions. Vous voyez, c'est assez classique, les religions se querellent entre elles. Alors là, j'emploie le mot anti-judaïsme, parce que c'est légitime. Vous voyez, quand on parle d'une religion attaquant l'autre religion, la religion juive, elle peut être critiquée, c'est l'anti-judaïsme. Et ce qui est en général est peu connu, c'est qu'il y a déjà un anti-judaïsme païen. Donc avant le christianisme et avant l'islam, il y a l'exemple le plus connu, c'est la ville d'Alexandrie en Égypte, où il y a eu des grandes tensions entre les Grecs et les Juifs dans la ville d'Alexandrie. Hein, ça se passe, si je ne me trompe pas, un siècle avant l'ère chrétienne, la grande période de tension. Il y a eu une grosse communauté juive, mais en même temps un grand conflit avec les voisins grecs. De même qu'à Rome, il y a un certain nombre d'écrivains romains qui écrivent des textes très désagréables sur les Juifs. Mais cependant, ce phénomène-là, donc l'anti-judaïsme païen, n'est pas un phénomène majeur pour comprendre l'Antiquité gréco-romaine. C'est-à-dire que si vous ne connaissez pas ce phénomène, ça ne vous empêche pas de comprendre ce monde-là et cette époque-là. Vous pouvez pas contourner ça et pour aller à l'essentiel de l'histoire de l'Antiquité. Vous voyez, c'est pas au cœur de l'histoire de l'Antiquité. Par contre, quand on va arriver à l'anti-judaïsme chrétien, là, malheureusement, c'est au cœur de l'histoire du christianisme. Pour des raisons paradoxales, c'est que le christianisme étant né dans le judaïsme, il était trop proche du judaïsme et il a eu besoin de polémiquer contre pour exister par lui-même, pour se différencier. Hein, et donc je compare ça avec le fait qu'une mère doit couper le cordon ombilical avec son enfant pour que l'enfant existe par lui-même, sinon il ne peut pas exister. Vous voyez, donc c'est un paradoxe, c'est que l'anti-judaïsme chrétien est né de cette proximité trop grande avec le judaïsme, quoi. Et donc là, il y a l'étape. D'abord, j'ai expliqué un petit peu aux jeunes que même le texte des évangiles, les récits de la vie de Jésus ont été mis par écrit quelques décennies après sa mort, à une époque où on n'avait pas le droit de critiquer l'Empire romain. Parce que si on avait dit clairement que les Romains, c'était eux qui étaient... Oui, bonsoir monsieur. On vient de commencer, hein, vous êtes bienvenus. On est encore dans l'Antiquité, vous voyez, on est en train de parler. On est dans l'Antiquité et on est dans l'Empire romain, vous voyez, donc on a le temps d'avancer encore. Si les premiers chrétiens qui n'étaient pas encore séparés complètement des Juifs avaient polémiqué ouvertement contre les Romains pour les accuser de la mise à mort de Jésus, ils auraient été éradiqués. Il y aurait eu une répression terrible qu'ils ont évité en racontant les choses d'une manière tournée contre les Juifs et pas tournée contre les Romains. Hein. Ensuite, il y a cet épisode que vous connaissez sans doute de Marcion qui veut attaquer très durement le judaïsme, qui considère comme le mal, le bien et le mal, le christianisme contre le judaïsme, mais il est désavoué par les pères de l'Église qui ont mis en place donc toute cette théologie qu'on appelle théologie de la substitution. Alors ça m'a permis d'expliquer un petit peu aux jeunes ce que c'est que la théologie de la substitution, vous voyez. Mais ce qui est très paradoxal à mon sens, c'est que à partir du IVe siècle, quand l'empereur romain se convertit au christianisme et que ça devient une religion d'État, religion officielle, ces mêmes Romains qui sont responsables de la mort de Jésus, non seulement on n'a pas le droit de les attaquer, mais c'est chez eux qu'on installe le centre mondial de l'Église catholique. Vous voyez, ce qui fait que, enfin, on comprend bien que pendant des siècles, les repères n'étaient pas au bon endroit. On disait le plus grand bien de Rome et on disait le plus grand mal des Juifs. Vous voyez, comme si c'était ça la logique de cette histoire, de ce récit. Donc ça, alors la théologie de la substitution mise en place par les pères de l'Église. D'abord, j'ai expliqué en gros que les pères de l'Église disent qu'il ne faut pas supprimer les Juifs physiquement, il ne faut pas les tuer, il ne faut pas les convertir de force, donc il faut les supporter à côté de soi, mais en leur faisant quand même comprendre qu'ils ont tort, en les mettant dans une situation bancale qui va les obliger à réfléchir et à comprendre qu'ils se sont trompés, quoi. En gros, hein. C'était la théologie la plus classique des pères de l'Église. Mais là où on parle de substitution, donc c'est dans l'idée qu'il y a eu une déchéance du peuple juif qui n'est plus le peuple élu, que l'élection d'Israël dont parle l'Ancien Testament, dont parle la Bible, cette élection d'Israël a été transférée vers le peuple chrétien, tout simplement parce que lui, il a vu la vérité, il a vu qui était le Messie, que le Messie était arrivé. Les Juifs ne l'ayant pas vu, ils ont été déchus de leur élection. Hein. Et donc la substitution, c'est ça, le véritable Israël, Verus Israël en latin, c'est nous l'Église, et ça n'est plus les Juifs qui continuent à rester Juifs, vous voyez, ils persistent dans leur erreur. Et on espère qu'ils vont finir par comprendre leur erreur, quoi. Bon, alors en général, vous voyez,
les jeunes d'aujourd'hui n'ont pas entendu parler de ça, mais je vais vous donner un petit exemple, hein, que je fais un petit ajout par rapport à ce que je leur ai raconté, c'est que il y a maintenant peut-être 20 ans, j'avais entendu une émission de France Musique où la productrice parlait de Maurice Ravel, et puis en passant, elle dit, voilà, Maurice Ravel a écrit un Kaddish, c'est la prière que disaient les Juifs pour leur mort. Et le fait qu'elle disait au passé, ça voulait dire que les Juifs étaient un truc très très ancien, un objet du passé. Vous voyez, on ne sait pas s'il en existe encore. Enfin, elle n'avait rien d'antisémite, cette femme, elle n'avait rien de désagréable, mais sans s'en rendre compte, en mettant le mot au passé, elle était en train de dire que le judaïsme c'était un truc, une relique, vous voyez, c'était un archaïsme, et c'est typique de cette idée de substitution qui est au cœur finalement de la culture occidentale classique, quoi. C'est seulement aujourd'hui qu'on essaie de sortir de ça, en montrant que finalement que le judaïsme est vivant et peut-être même qu'il est pertinent pour notre époque. Non seulement il est vivant, mais c'est pas des vieillards, mais c'est des choses qui ont peut-être un sens aujourd'hui. Alors, donc, je vais montrer un petit peu mon PowerPoint parce que j'ai parlé donc de l'anti-judaïsme chrétien. Une fois que j'ai expliqué ce que c'est que la théologie de la substitution, en disant que pendant le premier millénaire de l'ère chrétienne, les juifs et les chrétiens ont vécu relativement bien ensemble. Et ça, c'est une remarque d'historien pour vous montrer que l'hostilité au judaïsme n'est pas intrinsèque au christianisme, au sens que il y a eu au moins 1000 ans pendant lesquels les chrétiens et les juifs vivaient côte à côte relativement bien. Il y avait déjà la théologie de la substitution, elle était déjà là, et cependant, ça n'empêchait pas les gens de vivre ensemble. Alors, on voit bien qu'avant le XIIe siècle, il y avait pas mal de conciles où les évêques demandaient aux chrétiens arrêtez de fréquenter trop les juifs, évitez de les fréquenter trop. Ce qui veut dire en fait qu'ils les fréquentaient beaucoup, vous voyez. Il y avait beaucoup de relations sociales. Alors l'Église n'était pas très contente de cet excès de fréquentation des juifs, mais en même temps, bon, c'était pas dramatique, vous voyez, ça n'allait pas très loin comme encouragement des évêques à ne pas trop fréquenter les juifs, quoi. Vous voyez, moi je suis pas spécialiste de ça, je suis un spécialiste du XXe siècle, mais le peu que j'ai lu, c'était assez frappant de voir des évêques du Moyen-Âge, enfin du bas Moyen-Âge, comme on dit, qui étaient ambivalents, vous voyez, qui disaient à la fois les juifs, il ne faut pas leur faire de mal, en même temps, ne les fréquentez pas trop, enfin vous voyez, on voit bien qu'il y a eux-mêmes, ils ne sont pas très au clair sur ce qu'il faut faire avec les juifs, quoi. Par contre, à partir du XIIe siècle, ça se détériore gravement les relations entre les deux populations, pour des raisons qui ne relèvent pas de la théologie. C'est ce que j'ai essayé de montrer. Alors d'abord, comment ça se dégrade? Bon, d'abord, le XIIe siècle, c'est l'époque des croisades, hein, c'est la fin du XIe, XIIe, etc. On voit bien que c'est un christianisme musclé qui a un compte à régler avec l'islam, mais malheureusement, en passant, ils ont tué les juifs dans la vallée du Rhin, vous voyez, donc c'est pas n'importe quel christianisme, quoi. C'est un christianisme très sûr de soi, dominateur et sûr de lui, comme aurait dit le général de Gaulle. Ce christianisme-là, donc alors à partir du XIIe siècle, première série d'accusations contre les juifs, vous voyez, alors je vais vous parler de 3 séries d'accusations contre les juifs qui sont très largement représentées dans la peinture et les gravures anciennes. Donc il y a une foule d'illustrations si on veut montrer ces choses-là, vous voyez. Là j'en ai pris quelques-unes pour le PowerPoint, mais la première série d'accusations donc au XIIe siècle, c'est l'accusation de crime rituel. C'est l'idée que les juifs tueraient des enfants chrétiens pour prendre leur sang, pour fabriquer le pain azim, vous voyez, la matzah. Cette accusation, donc, elle apparaît en Angleterre au milieu du XIIe et juste après en France. Donc dans ces cas-là, en général, on trouve un enfant chrétien mort et on va tout de suite chercher un juif qu'on accuse de l'avoir tué. On le torture en espérant qu'il va avouer. Dans certains cas, il avoue, dans d'autres cas, il n'avoue pas. Mais de toute façon, on va le mettre à mort, lui. Et au bout du compte, c'est toute une communauté qui est remise en cause, vous voyez, c'est-à-dire que soit on va les expulser, soit même il va y avoir des massacres localisés, donc c'est un désastre ce genre d'accusation de crime rituel, hein. Bon, ça c'est la première série, sans doute qui a fait le plus de dégâts, vous voyez. Vous avez ensuite, au XIIIe siècle, l'accusation de profanation des hosties. Alors ça, je ne l'ai pas dit pour les lycéens, mais c'est très intéressant de voir qu'en 1215, vous savez, vous avez le concile de Latran, le 4e concile de Latran, où l'hostie est définie comme le corps réel du Christ. Ce qui veut dire qu'en fait, si on accuse les Juifs de profaner l'hostie, c'est qu'on les accuse de réitérer le déicide, vous voyez. Non seulement ils ont tué Jésus une première fois, mais ils le tuent à nouveau, ils leur réitèrent ce meurtre en profanant l'hostie qui est le corps réel du Christ.
Et alors il y a un récit, là, je vais le dire un peu plus en détail que ce que je l'ai dit pour les lycéens, un récit qui apparaît à Paris en 1290 et qui est repris dans d'autres villes en changeant juste le nom de lieu, vous voyez. C'est comme si vous aviez un texte et vous remplissez la case à remplir, c'est le nom du lieu, mais c'est le même récit à chaque fois. Alors à Paris, on raconte qu'un juif nommé Jonatas, qui était prêteur sur gage, avait prêté de l'argent à une chrétienne qui avait déposé une robe en gage, et elle avait besoin de sa robe pour aller à une noce, donc elle lui a demandé de bien vouloir lui prêter à nouveau sa propre robe, quoi. Alors le juif lui a dit d'accord, à condition que tu m'apportes une hostie. Et donc la femme a apporté une hostie, et le juif l'a profanée avec un couteau, il a profané l'hostie, et il y a du sang qui est sorti. Et comme le juif était effrayé, il a jeté l'hostie dans de l'eau bouillante, et à nouveau il y a du sang qui est apparu. Vous voyez, 2 miracles. Alors ce juif qui s'appelait Jonatas a été condamné à mort, et on a créé l'église des Billettes, qui existe toujours, rue des Archives à Paris. Aujourd'hui c'est un temple protestant, vous voyez, depuis Napoléon Ier. Mais donc cette église a été créée en expiation de ce crime commis par ce juif. Hein. Et vous avez le même récit au nom de lieu près, à Bruxelles par exemple, dans la principale église de Bruxelles, là où on fait je ne sais pas si on appelle ça, c'est pas le sacre, mais enfin là où les rois des Belges sont installés, on utilise, il y a encore des hosties qui remontent à cette histoire très ancienne. Et comme les hosties sont tombées en poussière, le Vatican a autorisé à ce qu'on les renouvelle pour montrer l'hostie que les Juifs ont profané, vous voyez, il y a X siècles. Donc cette histoire de profanation des hosties, c'est la 2e série. D'ailleurs, le point commun entre les 2 accusations, c'est le sang, vous voyez. Ça a à voir avec le sang du Christ, en fait. C'est l'idée que les Juifs sont des gens qui aiment bien le sang, ils l'ont fait couler au temps du Christ, et ils continuent, ils ne peuvent pas s'empêcher de faire couler le sang. Soit le sang d'un enfant chrétien, soit carrément le sang du Christ lui-même, quoi. Oui. Et alors là, donc vous avez une 2e peinture qui illustre, vous voyez, ce genre de récit. Et puis le 3e série, c'est l'accusation d'empoisonnement des puits au moment des grandes épidémies, vous voyez, du XIVe siècle, hein, la peste noire, empoisonnement des puits. Alors ce qui s'est passé, c'est que les Juifs avaient des règles d'hygiène meilleures que la moyenne de la population, donc ils avaient moins de morts au moment des épidémies. Et comme ils avaient moins de morts, on les accusait, eux, d'avoir propagé l'épidémie, vous voyez. Et ça a donné des catastrophes, par exemple à Strasbourg, où les Juifs, il y a eu un massacre des Juifs à Strasbourg, et les Juifs ont été expulsés de la ville, vous voyez, en 1349, ils n'ont pas pu y revenir jusqu'à la Révolution française. Hein. Donc vous avez ces 3 séries d'accusations. Un petit peu plus loin, j'ai montré cette image que vous connaissez sans doute, vous voyez, de la synagogue aux yeux bandés, telle qu'on la voit pour la première fois à Strasbourg, vous voyez, sur les flancs de la cathédrale. Et alors, j'ai appris donc qu'on la trouve à Bordeaux aussi, dans une série donc de cathédrales, vous voyez. L'idée étant qu'elle a les yeux bandés parce qu'elle n'a pas vu la vérité. Vous voyez qu'elle tient à la main une lance brisée qui symbolise sa déchéance, elle n'est plus en gloire. Son diadème de reine est tombé par terre. Par contre, l'Église, elle a le diadème, elle a la lance en bon état, elle a récupéré, c'est ça la substitution, vous voyez, elle a récupéré l'élection. Donc c'est un résumé, c'est comme une bande dessinée pour le peuple qui ne savait pas lire ni écrire, de la théologie de la substitution. Hein. Alors, des amis chrétiens m'ont expliqué que la première fois qu'on a dessiné la synagogue aux yeux bandés, elle avait les yeux bandés par du tissu. Mais au bout d'un demi-siècle, c'est-à-dire fin du XIIIe siècle, c'est ça, on a remplacé le tissu par un serpent. C'est-à-dire qu'il y avait quelque chose, vous voyez, de diabolique dans le refus des Juifs de voir la vérité. Hein. C'est la période que l'historien Jean Delumeau appelle la peur en Occident, vous voyez, la peur de mourir, les épidémies, la famine. Et donc, il y a une grande angoisse dans la société occidentale, et on voit bien qu'une des cibles de cette angoisse, c'est les Juifs, vous voyez, en fait, leur entêtement dans l'erreur, leur entêtement dans l'erreur est la cause du fait que le salut de l'humanité n'arrive pas, quoi. C'est à cause de leur entêtement à ne pas voir la vérité, quoi. Et finalement, le résultat de cette série d'accusations, c'est l'expulsion des Juifs, vous voyez, de tous les pays que vous voyez énumérés là, hein. C'est-à-dire, oui, on voit pas très bien d'ailleurs, mais vous arrivez à lire quand même. Angleterre, première expulsion d'Espagne, nord de la France, la 2e expulsion d'Espagne, qui est la plus connue puisque c'est l'époque de la découverte de l'Amérique, Portugal et finalement Provence, c'est-à-dire France du Sud. Vous remarquez que sur cette liste, il manque 2 pays
qui sont l'Espagne, pardon, qui sont l'Allemagne et l'Italie. C'est-à-dire que, en fait, donc les causes de l'expulsion et même des persécutions avant ne sont pas directement dans la théologie. Je dis ça aussi par rapport à des gens qui ont un compte à régler avec l'Église. Vous voyez, vous avez des gens, notamment chez les Juifs, mais pas seulement, qui sont persuadés que l'antisémitisme c'est lié intrinsèquement au christianisme, qu'ils n'ont pas assez de recul par rapport à ça. Ils n'ont pas la vue sur les 1000 ans qu'il y avait avant, dont je vous ai parlé. Je pense que cette crise antisémite, vous voyez, à la fin du Moyen Âge, elle est liée à des facteurs pas du tout théologiques, mais des facteurs économiques et politiques. Sur le plan économique, il y a la montée en puissance des villes, vous voyez, ce que les historiens appellent la révolution de l'an 1000. C'est-à-dire que les villes montent en puissance par rapport aux campagnes, et donc vous avez une nouvelle classe sociale, des bourgeois des villes, qui sont des bourgeois chrétiens des villes, qui veulent avoir le pouvoir, quoi. Et jusque-là, vous aviez les marchands juifs qui jouaient un rôle, tant que l'économie était assez archaïque, était rurale, mais ils se trouvent surclassés, en gros, par la nouvelle classe sociale des bourgeois chrétiens des villes. Donc c'est un des facteurs de cette détérioration, hein. Et l'autre facteur, c'est les États-nations qui se structurent, vous voyez, centraliser un État-nation avec une identité chrétienne. Donc on expulse les non-chrétiens, c'est-à-dire les musulmans d'Espagne, les juifs, quand on peut les expulser, et puis aussi les hérétiques du christianisme, comme les Cathares et les Albigeois, hein. Donc ce sont les causes économiques et politiques de cette persécution et de ces expulsions à la fin du Moyen Âge. Alors comme comme l'Italie et l'Allemagne n'ont pas d'État-nation, ils l'auront beaucoup plus tard, vous voyez, 400 ans plus tard. Ben, eux, ils n'expulsent pas les Juifs, mais ils ont inventé le ghetto. Vous voyez, l'Italie a inventé le ghetto, qui est l'autre manière de se débarrasser des Juifs quand on n'a pas l'expulsion généralisée, quoi. Bon, alors voilà donc là, j'ai fait un peu le point sur l'antijudaïsme chrétien, et vers la fin de mon exposé, je vais vous parler quand même de ce qui a changé depuis, dans les dernières 50 années ou 100 années, où l'antijudaïsme chrétien n'est plus ce qu'il était, parce que les chrétiens ont beaucoup réfléchi sur tout ça et ont évolué. Par contre, vous voyez, avant de passer à autre chose, le fait que pendant si longtemps le christianisme ait véhiculé ce genre d'attitude négative a forcément laissé une trace, vous voyez, et même si le christianisme d'aujourd'hui ne dit plus la même chose, si une grande partie des chrétiens d'aujourd'hui ne disent plus la même chose, ça a sédimenté dans la culture, dans la société, et même des gens qui n'ont apparemment rien à voir avec le christianisme peuvent véhiculer sans même s'en rendre compte des choses qui viennent du christianisme d'antan, vous voyez. Bon, c'est y compris des gens, des marxistes-léninistes, vous voyez, furieux, qui sans se rendre compte parlent comme pouvaient parler des curés il y a 500 ans. C'est curieux, mais il faudrait leur montrer, vous voyez, que les énoncés qui sont les leurs sont des énoncés qui auraient pu être faits par... Bon, voilà, ils pensent être des super athées, et en fait, bon... alors, il faut dire un petit mot, ou plus qu'un petit mot, de l'antijudaïsme musulman, puisqu'on parle de polémique d'une religion contre une autre religion. L'islam a deux problèmes avec le judaïsme. Évidemment, ce n'est pas le même système que le christianisme, ce n'est pas la même polémique, hein. Ils ont deux problèmes avec le judaïsme. D'abord, il y a ce qu'on appelle le concept de dhimmi, que sans doute vous connaissez, c'est-à-dire le concept de dhimmi englobe les juifs et les chrétiens. Les juifs et les chrétiens sont reconnus comme religion du livre. Hein, d'ailleurs, Moïse et Jésus sont reconnus comme prophètes, vous savez. Donc ils ont le droit de cohabiter avec les musulmans, contrairement aux païens qui, eux, n'ont pas le droit de cohabiter avec les musulmans. Donc les juifs et les chrétiens ont le droit de cohabiter, mais on doit leur faire sentir qu'ils ont tort. Donc on doit quand même les tolérer à un niveau inférieur socialement, vous voyez, aux musulmans, un statut inférieur qui leur rappelle qu'ils ont tort, quoi. Et l'autre concept important dans l'islam, c'est le concept de falsification, c'est-à-dire l'idée que le Coran est le récit authentique des événements dont parle la Bible, mais dont parle la Bible après avoir été falsifié par les Juifs et les chrétiens. C'est-à-dire que dans le récit du Coran, vous avez par exemple Ismaël, le fils préféré d'Abraham, et non pas Isaac. Vous voyez, donc quand on dit que c'est Isaac, c'est qu'on a falsifié les Écritures, hein. Donc ce sont les deux grands. Alors là, le concept de dhimmi, c'est pas un concept polémique, c'est un concept d'abord qui n'est pas appliqué de manière uniforme. Il peut être appliqué de manière souple et modérée, ou au contraire de manière brutale et humiliante, vous voyez, selon les époques et selon les pays. C'est pour ça que l'histoire juive en pays d'islam, elle est contrastée, hein, mais il peut y avoir des moments extrêmement brutaux, extrêmement violents aussi, dans l'application du statut de dhimmi. En fait, malheureusement, je crois que c'est pour les chrétiens que c'est pire que pour les juifs.
être chrétien en pays d'islam, c'est plus difficile parce que le christianisme étant perçu comme une force au niveau planétaire, vous voyez, rivale, il y a vraiment un compte à régler avec les chrétiens en pays d'islam qui a moins avec les juifs. Par contre, étant donné que le concept de dhimmi est un concept dévalorisant pour le dhimmi est censé être quelqu'un d'inférieur. Il est incompréhensible pour le monde musulman que l'État d'Israël ait gagné une série de guerres contre des pays à dominante musulmane. Vous voyez, il est incompréhensible que des dhimmis qui sont des gens inférieurs se battent contre des musulmans et l'emportent. Ça peut pas, c'est incompréhensible, sauf si on va chercher dans des théories du complot, vous voyez, dont je vous parlerai après, parce qu'on a besoin de trouver une explication. Vous voyez. Donc on va la chercher ailleurs, parce que sinon le concept de dhimmi ne vous permet pas de comprendre ça. Donc là, voilà, quand on a aujourd'hui des populations musulmanes qui vivent parmi nous, forcément ils trimballent avec eux ces choses-là. Ça n'empêche pas d'avoir souvent des bons rapports avec les juifs, vous voyez. Les gens ne sont pas forcément programmés et formatés complètement, mais ça peut traîner un peu partout ce genre de vision négative des juifs, quoi. Alors, par contre, je voudrais arriver à l'époque où la science prend le relais de la religion. Et donc c'est là qu'on va avoir les notions de race et l'antisémitisme au sens de théorie raciale contre les juifs. Vous avez bien compris que tant qu'on est dans la polémique religieuse, un juif qui voulait vivre tranquillement, qui supportait plus l'antisémitisme, pouvait très bien avoir la paix en se convertissant au christianisme. À partir de là, il était accepté de l'autre côté et en principe, il avait une vie tranquille. Il y a quand même malheureusement une grosse fausse note en Espagne à la fin du Moyen-Âge avec ce qu'on appelle, vous savez, la pureté de sang, la lipienza di sangre, où même des juifs convertis ont eu de beaucoup de problèmes pendant des générations et des générations. Enfin, en principe, le catholicisme, vous voyez, c'est un terme qui veut dire englober tout le monde, accepte des gens de toutes les origines, y compris juives. Hein. Alors par contre, quand on rentre dans le domaine pseudo-racial, c'est-à-dire dans le domaine de la biologie et du sang, on ne peut pas se convertir à une autre biologie. Hein. Donc ça va être forcément plus sérieux. Alors, ça commence avec une histoire de linguistique. C'est ça qui est assez étonnant. C'est-à-dire que la linguistique est une science nouvelle du XIXe siècle qui observe les langues humaines, qui les compare, qui les classe et qui énonce qu'il y a une grande famille de langues qu'on appelle indo-européennes, une grande famille de langues qu'on appelle les langues sémitiques. Et là où commence l'erreur scientifique, puisque une des beautés de la science, c'est qu'elle est capable de corriger ses propres erreurs, vous voyez, de reconnaître qu'elle s'est trompée et de se corriger régulièrement. Les scientifiques du 19e siècle de bonne foi ont cru que derrière les familles linguistiques, il y avait des familles biologiques. C'est-à-dire que les gens qui parlaient des langues voisines avaient le même sang dans les veines, ce qui n'a évidemment aucun rapport, vous voyez. D'ailleurs, aujourd'hui, vous savez que la notion même de race est complètement abandonnée, c'est-à-dire que toute l'humanité a le même sang dans les veines, et les catégories qu'on avait inventées de différences physiques entre les gens, en fait, ce sont des catégories qui renferment en elles-mêmes plus de différences que les différences entre les catégories. Il y a plus de différences entre deux noirs qu'entre un noir et un blanc, par exemple. Donc, ça ne veut rien dire, la notion de race noire. Donc, à l'époque, on croyait vraiment à ces théories sur les races, enfin, on pensait vraiment que l'humanité était divisée en races, et dans la première génération de la théorie des races, vous voyez, au milieu du 19e, il n'y avait pas encore l'idée que les sémites étaient des gens qu'il fallait rejeter. On pensait que les sémites, ça existait vraiment, et on en parlait sans agressivité. Si je ne me trompe pas, par exemple, Gobineau, qui est le grand théoricien des races, il n'était pas antisémite, il n'était pas contre les juifs. Il pensait que ça existait, les sémites, mais il n'éprouvait pas le besoin de les attaquer. Par contre, une génération après, là, il y a eu le grand saut, puisqu'ils ne sont pas des Indo-Européens, cette race qu'on vient d'inventer, vous voyez, la race sémitique, ce ne sont pas des Indo-Européens, donc ils n'ont pas vocation à vivre parmi les Européens. Ils ne sont pas des vrais Européens, ils ne sont pas chez eux en Europe, vous voyez. Donc il faut les rejeter. Et donc le nouveau langage des antisémites, c'est d'expulser les Juifs, qui quittent l'Europe, vous voyez, ils ont rien à faire en Europe. Je m'attarde un instant pour dire que vous connaissez aussi cet argument qu'on emploie de temps en temps. Un arabe ne peut pas être antisémite parce qu'il est lui-même sémite. Mais d'abord, ça n'a pas de sens puisque la notion même de sémite, vous voyez, ne veut rien dire. Mais en plus, quand le mot a été inventé au XIXe siècle, personne ne pensait aux arabes. Il est clair que c'était aux juifs qu'on pensait. Il n'y avait pas d'arabes en Europe, vous voyez. Et, il y avait à peine quelques musulmans du côté de la Bosnie-Herzégovine. Donc c'était vraiment les juifs qui étaient visés et pas un ensemble qui inclurait les arabes, vous voyez. En tout cas, la grande idée des antisémites à partir de la fin du 19e, c'est de mettre les juifs dehors, c'est qu'ils quittent l'Europe, puisque la solution de la conversion
n'existe pas. L'autre solution, c'est partir. Et alors là, je vais utiliser ce que j'ai marqué là. Vous voyez, c'est que je, euh, je vais revenir un petit peu en arrière. Vous voyez, en 1938-39, vous avez le monde qui commence à fermer ses portes devant les Juifs qui veulent quitter l'Europe. C'est-à-dire que c'est à ce moment-là, il faut comprendre que c'est seulement en fin 1940 que Hitler décide d'organiser l'extermination des Juifs parce qu'il n'arrive pas à s'en débarrasser par l'émigration. Et donc là, je vous ai énuméré 4 événements des années 38-39, vous voyez, qui nous montrent l'impossibilité pour les Juifs de quitter l'Europe. Vous voyez, en juillet 38, à la conférence d'Évian, où les gouvernements réunis cherchent une solution d'accueil des Juifs, mais ils n'en trouvent pas. Il n'y a pas de pays qui veulent bien les accueillir. En fait, il y a eu simplement la République de Saint-Domingue qui a accepté quelques centaines de familles juives. Vous voyez. Pourquoi? Parce qu'ils avaient massacré les Haïtiens l'année d'avant et qu'ils voulaient faire oublier qu'ils avaient massacré les Haïtiens l'année d'avant. Bon. Donc, conférence d'Évian. Octobre 38, dans la ville de Zbączyn, qui est à la frontière entre la Pologne et l'Allemagne, l'Allemagne nazie expulse des Juifs d'origine polonaise et la Pologne ne veut pas les accueillir. Et donc, vous avez plusieurs milliers de personnes bloquées à la frontière, dans un no man's land, qui était, vous voyez, sur la planète, ils étaient de trop, quoi. Hein, après, vous avez au mois de mai-juin 39 ce bateau qui s'appelle le Saint-Louis, qui part de Hambourg avec 900 réfugiés juifs vers les États-Unis et Cuba, qui n'arrivent pas à les débarquer. Finalement, ils vont débarquer, vous voyez, sur le continent pour la plupart d'entre eux, et un an après, ils sont rattrapés par l'armée allemande, et certains d'entre eux vont mourir en déportation. Hein. Et puis vous avez en mai 39 le fameux livre blanc britannique sur la Palestine, qui ferme les portes de la Palestine aux Juifs. Vous voyez, l'Angleterre, puissance mandataire, empêche les Juifs de s'installer en Palestine à partir du printemps 39. Donc le monde se referme, et finalement c'est ça le préliminaire de la Shoah. Vous voyez, il y a une relation de cause à effet entre, non pas évidemment les pays qui ferment leurs portes ne commettent pas un crime, mais par contre ils rendent possible indirectement le crime que les nazis vont commettre après en fermant leurs portes, quoi. Là il y a malheureusement une certaine relation entre les deux choses. Alors je reviens un petit peu en arrière avec une citation de Raoul Hilberg. Hein. Raoul Hilberg, vous voyez, qui est le plus connu des historiens de la Shoah. Hein. C'est un Américain qui est mort il n'y a pas très longtemps. Et il a un livre célèbre que vous trouvez en livre de poche chez Folio, La destruction des Juifs d'Europe. Hein. C'est une grande synthèse sur la Shoah. Et il a fait une brève introduction dans laquelle il met en perspective la Shoah par rapport à l'antisémitisme. Finalement, tout ce que je vais vous raconter maintenant sur l'antisémitisme, sur la Shoah, comment ça peut s'expliquer dans la perspective ancienne de l'antisémitisme. Et donc là, il emploie une formule en 3 phrases. Il essaie de résumer tout le processus qui amène à la Shoah. Il dit, pendant des siècles, les prédicateurs chrétiens ont dit aux Juifs, 2 points, ouvrez les guillemets, vous n'avez pas le droit de vivre parmi nous en tant que Juifs. Fermez les guillemets. Ça veut dire, si vous voulez vivre parmi nous, convertissez-vous à notre religion. Si vous ne voulez pas vous convertir, vivez en dehors de nous, c'est-à-dire dans les marges, vous voyez, dans les marges, éventuellement dans les ghettos. Donc ça, c'est comme ça qu'il résume des siècles d'anti-judaïsme chrétien. Ensuite, il ajoute, les dirigeants séculiers, comme on dit en anglais sécular, c'est-à-dire les dirigeants laïcs du 19e siècle, ont commencé à dire aux Juifs, 2 points, ouvrez les guillemets, vous n'avez pas le droit de vivre parmi nous, fermez les guillemets. On retire la partie de la phrase en tant que Juif. Là, c'est plus tellement la question de à quoi vous croyez, comment vous vivez, qui vous empêche de vivre parmi nous. C'est le fait même de vivre parmi nous qui devient impossible. Donc, là, en fait, ça veut dire partez, on ne veut plus de vous parmi nous. Et donc, c'est déjà un grand changement, vous voyez, on veut pas de vous, même à côté de nous, dans les marges, hein, on ne veut pas de vous du tout. Et puis, il ajoute, finalement, les nazis ont encore abrégé la phrase en disant, vous n'avez pas le droit de vivre, fermez les guillemets. C'est-à-dire, ni parmi nous, ni en dehors de nous, vous voyez, nulle part. Bon, voilà le résumé un peu saisissant, vous voyez, que Hilberg fait. Alors, puisque je parle de ce bref texte, l'introduction de Hilberg à son livre La destruction des Juifs d'Europe, il y a un passage étonnant dans ce livre, dans cette préface, dans lequel il a mis sur un tableau toutes les mesures prises contre les Juifs en Europe occidentale au Moyen-Âge, et dans la colonne d'à côté, il a mis toutes les mesures que les nazis ont prises contre les Juifs jusqu'à la veille de l'extermination. L'extermination, ça c'est une invention des nazis, originale, de vouloir supprimer les Juifs purement et simplement. Mais tout ce qu'il y avait avant, c'est-à-dire la persécution qui précède l'extermination, vous voyez,
le fait d'enfermer les gens dans des ghettos, de les isoler, de les humilier, etc. En fait, tout ça avait déjà été fait avant. Et c'est assez saisissant comme tableau parce qu'il est en train de nous montrer que les nazis, en fait, ont essayé de réactiver une mémoire ancienne anti-juive qui était présente, vous voyez, et qui avait sédimenté dans la culture européenne, dans la société européenne. Alors, ça, c'est le... je l'ai pas utilisé au début de mon exposé. Je vais peut-être faire maintenant la plaisanterie que j'avais faite pour introduire mon exposé avec les lycéens, vous voyez, une plaisanterie que j'aime bien parce qu'elle est féconde, pédagogiquement parlant, et sans doute que vous l'avez déjà entendue plusieurs fois. Vous savez, c'est la fameuse plaisanterie où on est dans un wagon de chemin de train, et vous avez un voyageur qui dit aux autres, il faut tuer tous les juifs et tous les coiffeurs. Et le commentaire des voisins, c'est pourquoi les coiffeurs, vous savez. C'est-à-dire que vouloir tuer les juifs est tellement banal qu'il n'y a pas besoin de le justifier. Mais tuer les coiffeurs, quand même, il faut une raison, il faut expliquer, quoi. Hein, donc, ça veut dire que dans les sociétés européennes, quand les nazis sont arrivés, il y avait déjà, de manière tellement ancienne, l'idée que c'était banal de faire du mal aux juifs, que les nazis ont pu aller très loin, jusqu'au moment où eux sont allés encore plus loin, en ajoutant le meurtre de masse, vous voyez, que ça, personne n'avait encore pensé à faire, quoi. Alors, la plaisanterie, là, en question, je l'ai mise en rapport, si vous voulez, avec une vieille plaisanterie de mauvais goût qui dit si tu bats ta femme et que tu ne sais pas pourquoi, elle sait pourquoi. Oui, c'est la même idée. Hein, c'est tellement banal que les hommes tapent sur les femmes qu'il n'y a pas besoin de le justifier. Vous voyez, on le fait parce qu'on l'a toujours fait. Et on le dit parce qu'on a toujours dit ce genre de choses. Alors là, peut-être que je continue sur cette petite digression là, humoristique et pédagogique en même temps. C'est que j'ai entendu une avocate qui s'occupe de défendre des femmes accusées qui viennent se plaindre d'avoir été agressées en tant que femme. Et elle disait que la première question qu'on pose à une femme qui vient se plaindre, c'est prouvez-nous qu'il vous est bien arrivé ce que vous dites qu'il vous est arrivé. C'est-à-dire un déni, vous voyez, de la réalité de l'agression ou du crime. Alors si la femme arrive à prouver qu'elle a bien été victime d'une agression, la deuxième question qu'on lui pose, c'est qu'est-ce que vous avez fait pour que ça vous arrive? C'est-à-dire qu'on rend la victime responsable de ce qui lui arrive, vous voyez. Au lieu d'aller chercher dans la tête de l'agresseur, on va chercher du côté de la victime qui attirerait sur elle intrinsèquement, vous voyez, la persécution, de même que les femmes pourraient attirer la violence des hommes, que les juifs attireraient sur eux, par leur bizarrerie, si vous voulez, la violence antisémite, quoi. Hein, donc, voyez, je referme cette parenthèse, mais je l'ai employée à propos donc du fait que les nazis, c'est un peu le summum de quelque chose qui était déjà là avant, vous voyez, mais ils ont simplement poussé encore plus loin ce qui avait déjà été poussé très loin à différentes époques. Bon, alors ça c'est pour faire le point sur l'antisémitisme en tant que théorie raciale, vous voyez, définissant les juifs comme une race. Je pense qu'on n'est plus dans cette époque-là. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, personne de sérieux ne croit à la théorie des races, vous voyez. Parler de race inférieure, supérieure, c'est pas dans l'air du temps aujourd'hui. D'ailleurs, entre parenthèses, je vous précise que les nazis ne disaient pas que les juifs étaient une race inférieure. Contrairement à ce qu'on dit souvent, les nazis disaient que les juifs étaient une non-race, une contre-race. Hein, le mot allemand, c'est Gegenrasse. Les nazis disaient que les juifs étaient une sorte d'erreur de la nature, c'est-à-dire une race de trop qui aurait été fabriquée en trop, et qu'il fallait la supprimer justement parce qu'elle ne rentrait pas dans la typologie. Pour eux, il y avait clairement des races supérieures, c'était eux, les Allemands, etc. Il y avait des races inférieures, notamment les Noirs. C'est clair, ils étaient clairement racistes. Mais les Juifs n'étaient pas une race inférieure, ils étaient une race de trop qu'il fallait supprimer purement et simplement. Hein. Bon, voilà, je referme cette parenthèse. Alors, qu'est-ce qu'il y a depuis la Seconde Guerre mondiale? On n'est plus vraiment dans la théorie des races, surtout avec la décolonisation qui nous a appris qu'on ne peut pas dire ce qu'on disait avant sur les gens qui n'ont pas la même couleur que nous, vous voyez, etc. On n'est plus non plus dans les polémiques religieuses. Dans le monde chrétien, c'est clair qu'on n'est plus dans les mêmes polémiques religieuses, et même dans le monde musulman, c'est moins. Il y a malheureusement une partie de l'islam qui tient un discours anti-juif, par exemple en Iran, mais c'est quand même pas si net que ça. Enfin, c'est ambigu, disons, l'attitude de l'islam en tant que religion vis-à-vis du judaïsme. Elle est en partie agressive et en partie modérée. Oui, il y a des variations d'intensité. Par contre, on est dans une ère nouvelle dont le paradigme, si on peut, je pense, si on a le recul suffisant pour l'analyser, serait le paradigme de la théorie du complot. C'était là. Où est-ce que je veux en venir? Je veux en venir dans le fait que
je veux revenir au fait que la société donc, de notre époque est très complexe, de plus en plus complexe. Et il y a des rapports de causalité, vous voyez, de plus en plus complexes, qui font que les individus ne comprennent pas les causes de ce qui leur arrive. Les enchaînements de causes et d'effets qui génèrent les situations dans lesquelles on se trouve. Par exemple, vous voyez, je prends l'exemple d'un ouvrier qui est dans une usine en Bretagne, qui va être au chômage parce que son usine va fermer. Pourquoi? Parce que la bourse de Singapour a baissé. Et donc c'est incompréhensible, vous voyez, l'enchaînement de causes et d'effets. Pourquoi ça me tombe dessus à moi, ce chômage, pour des raisons, des spéculations qui m'échappent complètement, vous voyez. Et donc dans une situation aussi angoissante, c'est très tentant de rechercher une explication simple par un seul phénomène unique de tous les malheurs de la Terre, de tout ce qui va mal sur la Terre, tout ce qui peut m'arriver de mal à moi et aux autres êtres humains, trouver une explication simple qui, par un facteur unique, explique tout. Et évidemment, comme je l'ai expliqué aux jeunes gens tout à l'heure, évidemment, dès que quelqu'un veut vous expliquer des phénomènes très complexes par une cause simple et unique, il faut tout de suite comprendre qu'il est en train de vous raconter des salades, vous voyez, que c'est pas sérieux. Mais l'idée d'une explication simpliste qui explique tout, c'est réconfortant, ça résout aucun problème, mais ça réconforte la personne qui croit qu'elle a compris, vous voyez. De même que quand on va chez le médecin et qu'on est malade, si au moins il vous dit le nom de la maladie que vous avez, c'est mieux que de rien savoir du tout. Donc c'est ça qu'on appelle maintenant le complotisme, vous voyez, ce genre de théorie. C'est l'idée qu'il y a un groupe d'hommes méchants qui complotent pour faire du mal à l'humanité. C'est ça la théorie du complot. Hein. Il y a un groupe d'hommes méchants qui sont la cause du mal, quoi, parce qu'ils sont méchants, donc ils veulent faire du mal aux autres. Alors il y a beaucoup de théories du complot de toutes sortes, mais la théorie du complot juif marche très bien. Justement parce que ça renvoie à tous ces sédiments qui remontent loin en amont, vous voyez. Ça renvoie ça fait écho à des choses très anciennes. Parler de complot juif, forcément, ça éveille quelque chose qu'on croit connaître déjà. Donc je donne l'exemple, par exemple, quand vous couplez le complot juif avec un autre complot, ça permet de vendre mieux l'autre complot. Vous voyez, par exemple, le judéo-maçonnisme. Hein. Attaquer les maçons, c'est pas très convaincant, mais attaquer le judéo-maçonnisme, ça marche beaucoup mieux. Attaquer les bolcheviks, ça passe pas forcément bien, mais judéo-bolchevique, ça marche tout de suite mieux. Vous voyez, de mettre les juifs dans le coup, parce qu'ils trimballent avec eux cette radioactivité qui est là depuis longtemps. Et alors, j'ai donné donc l'exemple des deux piliers de la théorie du complot juif, du complot anti-juif, si vous voulez, hein, ou complot, du pseudo-complot juif qui alimente aujourd'hui la judéophobie. Le premier grand pilier, c'est les protocoles des sages de Sion. Souvent, d'ailleurs, les gens disent le protocole, c'est les protocoles des sages de Sion, qui sont au départ une brochure rédigée en russe en 1903, qui prétend dévoiler une réunion secrète qui aurait eu lieu à Genève en 1897, de dirigeants juifs qui se seraient réunis secrètement pour organiser la domination du monde par les juifs. Vous voyez, c'est ça les protocoles des sages de Sion. Hein. Ils vous expliquent le plan des juifs pour dominer le monde. Alors pendant 20 ans, plus précisément pendant 14 ans, cette brochure est restée confidentielle en Russie. Elle est lue par un très petit nombre de gens. Mais à partir de 1917, elle a connu une diffusion énorme, tout simplement parce que dans la même semaine de novembre 1917, il y a eu d'abord le 2 novembre la révolution bolchevique qui a pris le pouvoir à Petrograd, parce qu'on dit révolution d'octobre, mais en fait c'était le 2 novembre. Et dans l'équipe autour de Lénine, il y avait pas mal de juifs, en fait de personnes d'origine juive très éloignées du judaïsme, mais en tout cas, ils étaient identifiés comme juifs dans l'entourage de Lénine. Hein. Et 5 jours après, il y a eu à Londres ce qu'on appelle la déclaration... En fait, c'est l'inverse, excusez-moi, c'est le 7 novembre, la révolution bolchevique, et le 2 novembre, 5 jours avant, il y a eu ce qu'on appelle la déclaration Balfour, c'est-à-dire le gouvernement britannique qui a fait une promesse adressée aux sionistes de les aider à avoir un foyer national en Palestine. En fait, si on avait le temps, vous voyez, si c'est un autre sujet, mais la déclaration Balfour était très floue et n'engageait pas grand-chose l'Angleterre. Hein, elle n'a pas promis grand-chose. Mais symboliquement, c'était quand même un soutien de l'Angleterre aux sionistes qui s'est exprimé à ce moment-là. Et là, ça a déclenché un énorme fantasme, vous voyez, dans les mentalités antisémites, l'idée que les Juifs étaient vraiment en train d'arriver à leur fin de dominer le monde, parce que l'Angleterre, qui était le symbole de l'impérialisme et du capitalisme, était entre les mains des Juifs qui obtenaient ce qu'ils voulaient, et au même moment, la révolution bolchevique était entre les mains des Juifs qui étaient en train de prendre le pouvoir autour de Lénine. Donc en fait, alors c'est ce que les chercheurs en sciences humaines appellent une insertion chimérique. Mais
comment est-ce qu'on peut accuser les Juifs en même temps de dominer le capitalisme et de fomenter la révolution contre le capitalisme. Il y a quelque chose qui ne va pas, vous voyez, mais pour un antisémite, ça va très bien ensemble. On peut énoncer des choses, des énoncés chimériques comme ça. Hein. En tout cas, les protocoles des sages de Sion ont été compris comme l'explication de ce qui était en train d'arriver. Vous voyez, déclaration Balfour, révolution bolchevique, ils sont en train de mettre en exécution leur plan. Et donc, les plus grands massacres de l'histoire avant la Shoah, c'était les massacres, les pogroms qui ont eu lieu en Russie dans ces années-là, 18, 19, 20. Il y a eu peut-être même 200 000 juifs tués dans ces pogroms. Vous voyez, on n'a pas des chiffres très précis, mais c'est probablement 200 000 juifs tués. C'est une catastrophe, et c'était les protocoles, les sages de Sion, qui étaient qui mettaient de l'huile sur le feu, quoi. Alors en 1920, là c'est le document que j'ai mis ici, le Times de Londres, dans un éditorial, cite les protocoles des sages des sages de Sion comme étant un document authentique. Et le Times de Londres était le journal le plus prestigieux du monde, vous voyez, à l'époque. Donc c'est pas terrible comme événement, vous voyez. Mais alors heureusement, un an plus tard, le Times de Londres présente des excuses. Oui, je vous ai mis la date, en disant excusez-nous, on s'est trompé. Après enquête, on a compris que c'était un document falsifié. Et effectivement, on a compris après que c'était un plagiat d'un roman français du 19e siècle qui n'avait aucun rapport avec les Juifs, qui avait été utilisé pour une histoire de complot. Donc le Times présente des excuses, mais par contre les protocoles jusqu'à aujourd'hui restent un best-seller de tous les antisémites. Les nazis l'ont beaucoup utilisé, et aujourd'hui malheureusement dans le monde arabe et musulman, ça circule beaucoup en arabe, en persan, ils y croient, en tenant aucun compte de l'enquête qui avait été menée pour montrer l'origine de ce document, quoi. Donc ça c'est le premier pilier de la théorie du complot. Et là justement j'ai mis un document qui me semble intéressant, c'est Mein Kampf d'Adolf Hitler, qui évidemment croit dur comme fer au protocole des sages de Sion. Et dans Mein Kampf, il y a des passages d'Adolf Hitler qui sont très nettement anti-sionistes. Donc c'est intéressant par rapport aux discussions qu'on peut avoir aujourd'hui sur est-ce que l'antisionisme est automatiquement lié avec l'antisémitisme, vous voyez. Et évidemment, sur le plan purement intellectuel, on peut discuter du sionisme avec des arguments pour, des arguments contre. C'est un débat d'abord interne au monde juif, hein. Et éventuellement, donc tout le monde peut en discuter rationnellement. Mais il est bon de savoir qu'Hitler était un antisioniste furieux, vous voyez. Il était persuadé que si par malheur un jour un État juif se créait en Palestine, comme les sionistes veulent le créer, cet État serait une catastrophe pour le monde entier. Il voyait ça comme la source du malheur pour l'humanité, vous voyez. Il fallait surtout pas que les juifs puissent avoir un État là-bas. Et d'ailleurs, ça a été la politique des nazis. C'était contradictoire. Ils ont laissé émigrer des juifs, après ils les ont empêchés d'émigrer. Enfin bon, je montre ça pour montrer que, vous voyez, que les protocoles des sages de Sion, en fait, sont liés avec les débuts du sionisme. C'est l'époque où le premier congrès sioniste a eu lieu à Bâle, qui, d'après les protocoles, sont censés avoir été un leurre pour cacher la réunion secrète qui avait lieu dans les coulisses, vous voyez. Donc les protocoles des sages de Sion sont un document anti-sioniste, que Hitler comprend lui-même comme un document anti-sioniste. Et ce que je veux vous montrer après, alors ça, je suis pas sûr que je l'ai mis dans le PowerPoint, et si je ne l'ai pas mis, j'ai eu tort. Oui, alors ben voilà, il faudra que je l'ajoute, vous voyez, dans mon PowerPoint, hein, excusez-moi. Ce que j'ai pas mis, qui me paraît très important, c'est que la nouvelle forme aujourd'hui de la théorie du complot juif, c'est le négationnisme. Et l'idée que la Shoah n'a pas existé. Et donc, dans le négationnisme, on n'a pas simplement une théorie un peu farfelue. Vous voyez, comme vous avez des gens qui disent que Jeanne d'Arc n'a pas existé. Donc il y a toujours des gens qui ont des théories farfelues. Les gens qui disent que la Shoah n'a pas eu lieu ne sont pas des farfelus. C'est des gens qui accusent les Juifs d'avoir inventé un crime qui n'existait pas pour obtenir des avantages politiques et financiers. C'est-à-dire qu'en fait, c'est la forme extrême aujourd'hui de la calomnie contre les Juifs. Vous voyez, prétendre que les Juifs ont inventé tous ces crimes qui n'ont pas eu lieu pour extorquer la création de l'État d'Israël comme avantage politique, et en plus pour extorquer de l'argent à l'Allemagne, vous voyez, qui a payé des indemnisations. Donc en fait, c'est la pire agression qu'on peut faire aujourd'hui contre les Juifs, c'est de les accuser d'avoir inventé tout ça. C'est le négationnisme, vous voyez. C'est pas simplement une agression contre les rescapés qui sont encore vivants, qu'on accuse de ne pas être allés dans les camps nazis, vous voyez, puisque comme si tout ce qu'ils disaient était faux. Hein. C'est d'ailleurs pour ça que, vous savez, comme moi, que beaucoup de rescapés ont fini leur vie à aller témoigner tout le temps, tellement ils ressentaient le besoin de témoigner individuellement, quoi. Hein, mais donc le négationnisme,
en fait, est basé sur l'antisionisme. Le négationnisme prétend que la naissance de l'État d'Israël fait partie du complot sioniste, vous voyez, d'un grand mensonge. Donc en fait, il y a un lien entre les protocoles des sages de Sion qui sont antérieurs à la création de l'État d'Israël, vous voyez, qui datent en fait des débuts du sionisme, et le négationnisme qui est postérieur à la création de l'État d'Israël. C'est comme un feuilleton en 2 épisodes, vous voyez. C'est un récit anti-juif, mais aussi anti-sioniste. Hein. Les 2 étapes du dévoilement, à quel point le sionisme, c'est monstrueux. Alors donc il faut que j'amende mon PowerPoint, vous voyez, pour le mettre dedans, mais même si c'est pas facile à illustrer, parce que finalement, l'idée c'est que quand on discute du conflit israélo-arabe et notamment du sionisme, il faut en parler rationnellement, avec des arguments, enfin en écoutant les arguments pour et contre, en ayant connaissance des faits historiques, vous voyez, comment les choses se sont passées réellement dans toute leur complexité, mais pas en présentant l'État d'Israël et le sionisme comme étant monstrueux à l'échelle de la planète, vous voyez, comme étant la source de tous les malheurs du tiers-monde. Enfin, il y a une manière d'en parler totalement détachée du réel du Proche-Orient, quoi. Alors, j'ai presque fini, hein, rassurez-vous, parce qu'après, je voulais dire que dans les théories du complot, vous avez forcément une explication simpliste donc des problèmes de l'économie mondiale d'aujourd'hui. Il y a des vrais problèmes sur notre planète de pauvreté de masse dans beaucoup de pays, y compris la famine, etc. Et il y a une forte dérive anti-juive et éventuellement anti-sioniste, vous voyez, que je résume en général en 2 phrases, en disant, première phrase, tous les juifs sont riches, et deuxième phrase, tous les riches sont juifs. Vous voyez. C'est une explication absurde de l'économie d'aujourd'hui. Vous voyez. Une fois que vous êtes convaincu que tous les juifs sont riches et que tous les riches sont juifs, ben vous croyez avoir expliqué l'économie mondiale. S'il y a des peuples qui ne mangent pas à leur faim, c'est à cause des juifs. Vous voyez. C'est eux qui détiennent tout l'argent de la planète dans leurs mains. Alors évidemment, toute personne un peu sensée va comprendre que la majorité des juifs ne sont pas riches, que la majorité des riches ne sont pas juifs. Vous voyez. En principe, ça désamorce ce genre de choses. Hein. Mais c'est important de comprendre comment assez vite on passe d'un socialisme dévoyé à l'antisémitisme. Vous savez qu'au XIXe siècle, c'était très banal. La plupart des socialistes du XIXe sont tombés dans l'antisémitisme. C'est plutôt une exception, les socialistes, qui ne sont pas tombés dans l'antisémitisme, vous voyez, parce qu'ils étaient en plein dans cette idée que les juifs et l'argent, c'était la même chose. Hein. Vous avez un grand socialiste allemand de la fin du XIXe qui s'appelait August Bebel, qui avait dit l'antisémitisme, c'est le socialisme des imbéciles. Hein, il avait très bien résumé les choses en disant vous croyez attaquer le capitalisme, mais en fait, en attaquant les juifs, mais en fait, vous confortez le capitalisme qui se porte très bien. Une fois que vous avez attaqué les juifs, il est toujours là, le capitalisme, vous voyez, et vous n'avez pas fait avancer la condition ouvrière que vous prétendez faire avancer, quoi. Donc voilà, ça c'est pour aborder toutes ces théories du complot qui flottent actuellement. Et puis la conclusion que j'avais mise dans mon PowerPoint et dans mon exposé, ben, c'est de parler de Vatican II, c'est-à-dire, vous voyez, comment il y a eu ce redressement de l'enseignement chrétien à propos du judaïsme, ouais, en montrant, en résumant un petit peu les étapes, c'est-à-dire que à partir de 1965, Vatican II, on n'accuse plus les Juifs d'avoir tué le Christ. D'abord parce que on rappelle qu'à l'époque même de Jésus, la majorité des Juifs du monde ne vivaient pas dans le pays d'Israël, ou alors vivaient dans le pays, mais pas à Jérusalem. Donc à aucun moment n'ont été mêlés à tout ça. Et la majorité d'entre eux n'avaient même jamais entendu parler de Jésus, vous voyez. Et puis surtout que Jésus a enseigné pendant toute sa vie l'amour des hommes, donc il n'a pas dit qu'il fallait aimer les hommes sauf les Juifs. Il n'a pas proposé de soustraire les Juifs, vous voyez, à l'amour de l'humanité. Ça, c'est une première étape importante, l'accusation de déicide qui est abandonnée. Et puis l'étape suivante, ça a été de dire que les Juifs, finalement, sont nos frères aînés, vous voyez. Donc, non seulement on doit les aimer aussi, mais même un peu plus que la moyenne, parce que notre religion est issue de la leur, etc. Enfin, tout ce processus. Et on est donc arrivé à ce que, grâce au dialogue avec les rabbins et avec les autres Juifs, vous voyez, les chrétiens apprennent à lire dans leurs propres sources des choses auxquelles ils n'étaient pas habitués à lire, simplement parce qu'ils les lisent tels que les Juifs les comprennent. Étant donné que Jésus et tout son entourage sont exprimés comme Juifs, on ne peut pas bien les comprendre si on ne comprend pas comment parlaient les Juifs de cette époque-là, vous voyez. Et donc, de ce point de vue-là, on a besoin des Juifs d'aujourd'hui pour mieux comprendre les Juifs de cette époque-là. Vous voyez, le langage du Midrash, le langage talmudique qui est le leur. Et on est arrivé donc au stade où vous avez aujourd'hui des rabbins qui connaissent bien les écritures chrétiennes,
à force d'avoir été invités à parler à des chrétiens du judaïsme, ils ont appris à lire eux-mêmes les écritures chrétiennes. Et je pense alors au père Michel Remeau, hein, qui est décédé cette année, qui était un type formidable. Et lui, il était capable d'enseigner aux juifs des informations sur le judaïsme ancien qu'on trouve dans les sources chrétiennes et qu'on ne trouve plus dans les sources juives, vous voyez. C'est-à-dire qu'il y a un certain nombre de choses que les sources juives ont oubliées et que, par contre, dont la trace est bien gardée dans les sources chrétiennes. Et il connaît suffisamment bien les deux sources pour montrer ce genre d'informations, hein. Mais donc, en gros, c'est un grand progrès, vous voyez, sur le plan moral et social, d'arriver à redresser des préjugés très anciens. Comme on est dans une société très pessimiste, qui a tendance à dire que non seulement que les choses vont mal, mais qu'elles iront de plus en plus mal et qu'on ne pourra rien y faire, c'est un peu ça l'ambiance dans laquelle nous vivons, vous voyez, une société qui va de mal en pis, où on tourne un peu en dérision les gens qui veulent faire le bien, quoi, les gens qui veulent réparer, corriger. Là, on a un exemple de quelque chose de mal qui a été endigué, qui a été canalisé, qui n'a pas complètement disparu, mais qui a été en grande partie résorbé par un effort volontaire d'éducation, de dialogue. Vous voyez, ça devrait être un exemple pour la société, quoi. Même pour des enseignants, vous voyez, puisque finalement la vocation d'un enseignant, c'est que tout leur boulot sert à quelque chose. En travaillant avec des élèves, on espère que quelque chose va passer, vous voyez, et que les élèves vont retenir quelque chose de ce qu'on leur a enseigné, qui les servira dans leur vie, vous voyez, que ce ne soit pas purement vain tout ça. Donc là, je crois que c'est assez convaincant.